C'est calme, mais n'est-ce pas trop calme? C'est le message qui m'a été envoyé cette semaine par un lecteur et je dois dire que même si le premier réflexe pour moi a été celui de sourire, le second a été en revanche celui de réfléchir. Car il est vrai que ces marchés font preuve d'une extrême complaisance malgré des indicateurs macroéconomiques qui se dégradent et surtout malgré la nervosité de Donald Trump qui se met tout à coup à vouloir conquérir le monde entier. Alors est-ce que ce marché justement eh bien, est un petit peu trop négligent quant aux risques à venir ou au contraire est-ce qu'il prépare une nouvelle vague de hausse pour les semaines à venir? C'est toute la question à laquelle nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine « Est-ce trop calme ?» Comme d'habitude, le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul maître et responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me retrouver sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo sur YouTube. Et des vidéos, il va y en avoir. Il y en a déjà eu pas mal sur le début de l'année. Il va y en avoir encore pas mal dans les semaines et les mois à venir, puisque au-delà, bien entendu, de la newsletter, hein, bien sûr, je rappelle la newsletter qui est gratuite, vous pouvez vous abonner évidemment et accéder au fameux portefeuille Forteresse, plus de 7600 ou 700 abonnés désormais, on est près de 8000 désormais. Vous avez également la formation gratuite, il y a des nouveaux modules, je ne sais pas si vous avez vu, qui sont arrivés sur le podcast de la bourse.fr, donc formation gratuite dans l'espace ici en haut à droite. Il y a 1200 je crois formés désormais. Vous avez accès à tous les modules d'accompagnement, que ce soit la bourse, la gestion privée, l'immobilier, la banque, les crypto-monnaies ou encore les matières premières. Pour celles et ceux bien sûr qui veulent aller un petit peu plus loin, nous avons nos formats d'accompagnement MTT découverte bien entendu et MTT Premium bien sûr, le programme historique. J'en profite bien entendu pour remercier mes partenaires pour l'accompagnement de toute cette création de contenu gratuit, Trade Republic, Bitvavo, Urutia, gestion privée, ProRealTime, au coffre et investing.com. Et d'ailleurs Urutia avec qui nous avons réalisé la première vidéo, c'était mardi dernier, donc sur un produit qu'on peut mettre dans un contrat d'assurance vie ou même un compte titre d'ailleurs. Allez voir, c'est un produit qui est donc indexé au titre BNP Paribas avec des garanties vraiment très solides, on est à plus de 60% de capital garanti là-dessus, avec un rendement de 9% par an. Alors c'est un coupon, c'est pas un dividende, c'est un coupon, et l'intérêt d'un coupon évidemment c'est que c'est un intérêt, pour le coup un véritable intérêt, c'est-à-dire que vous avez le versement du coupon et vous gardez 100% du capital. Je vous mets le lien et je vous invite bien entendu à aller voir cette vidéo. Et puis la semaine prochaine il y a pas mal de vidéos, vous allez voir, qui vont arriver. Il y a un joli programme avec d'abord, alors on a fait un format un petit peu différent, premier format comme ça. En fait on voulait on est amis évidemment vous le savez, avec David Renan et Mika bien entendu, Landro, avec qui je travaille sur le salon MTT, et on avait dit tiens on se fera une visio tous les trois, etc. Et puis j'ai dit mais les gars, ça vous dit qu'on l'enregistre et qu'on le mette à disposition des gens sur YouTube, si on parle, parce qu'on parle très souvent évidemment de nous, mais on parle de la bourse. Et j'ai dit tiens, sur les passages sur la bourse, ça peut être peut-être intéressant de dire, enfin de montrer de manière un petit peu plus transparente ce qu'on se dit entre nous. Et donc on a enregistré, et puis bon, je trouvais, vous me direz d'ailleurs, que le format est plutôt sympa, un peu différent, et donc on diffuse cette émission donc ce mardi 20 janvier, donc sur la chaîne. Donc n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire dans cette vidéo mardi de nous dire si le format vous plaît. Si c'est un format qui vous plaît, on recommencera avec grand plaisir. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, on le gardera pour les prochaines pour nous. Vous nous direz avec grand plaisir. Et puis l'événement pour le week-end prochain, donc le week-end prochain très important, il n'y aura pas de vidéo le vendredi. Par contre, il y aura le grand retour de l'émission phare en live, vos actions, nos analyses. C'est, vous le savez, une émission que vous adorez, puisque on fait l'analyse de vos actions en direct. Et donc, les docteurs Michael Landrotino vont venir
et bien tout simplement faire l'analyse, vous proposer des zones d'achat, vous dire ce qu'on en pense, etc. Donc ça va être vraiment super. Je vous avais promis de vous faire rapidement, puisque la dernière émission, il y a eu un tel succès, il y a eu plus de 5000 personnes qui sont passées en direct nous voir, il y a eu 300 ou 400 propositions de titres, donc évidemment, on n'a pas pu le faire. Donc je vous avais promis de faire une émission spécifique sur ça, sur vos actions et nos analyses donc en ce début d'année. C'est fait, rendez-vous dimanche 25 janvier à 20h, je vous ferai bien sûr sur les différents réseaux sociaux un rappel. Il y aura le replay qui sera disponible, mais peut-être comme d'habitude que 24-48 heures pour récompenser ceux qui sont avec nous en live. Donc voilà, n'hésitez pas à noter ce rendez-vous dimanche 25 janvier à 20h. Et puis donc on passe bien sûr à la vidéo, à cette vidéo. Est-ce trop calme? C'est encore une fois une question qui m'a été adressée cette semaine. Donc on va essayer, comme d'habitude, en étant sérieux et surtout objectif, de poser les différents éléments et de se faire un petit peu un avis là-dessus. On parlera donc de la macroéconomie assez rapidement, car vous l'avez vu, il n'y a pas énormément d'éléments, si ce n'est Trump qui, encore une fois, se met à vouloir conquérir le monde entier. Mais voilà, globalement, et un petit peu Powell aussi, on va en dire deux mots. Mais voilà, globalement, on fera le tour des chiffres, et puis rapidement, on passera donc aux actions, au CAC 40, au CAC Small également, tiens, que j'ai pas regardé cette semaine d'ailleurs, et on passera aux actions, bien entendu, avec Vusion, car il y a énormément de volatilité, on verra si c'est un repli exploitable ou pas. Euronext, Accor, Vinci, Bouygues, BNP Paribas, Orange, Engie, Legrand, Hermès, Eurofins Scientifique, Michelin, Soitec, ST Microélectronique, ASM International qui a très bien performé, Egide, dont beaucoup de gens ont parlé ces dernières semaines, ces derniers mois sur les réseaux sociaux, Spice, World, la Française des Jeux, Ipsos, Prosus de Richebourg, on fera le point, Verbio, Excel Technologies, Pernod Ricard, Rémi Cointreau, on fera le suivi, elles sont revenues un petit peu en arrière sur les résistances, on verra. Renault qui a beaucoup de mal avec notamment les annonces qu'il y a eu, je crois, en début de semaine, Bureau Veritas, Unibail, également Valourec, qui est une de mes convictions, vous le savez, pour 2026, Dassault Aviation, et puis on partira aux US avec Visa, Mastercard, Moderna, Duolingo, Salesforce, UNH également, Super Microcomputer qu'on avait regardé, Adobe qui commence petit à petit à arriver sur une zone vraiment intéressante, Novo Nordisk on fera le suivi, et puis je vous proposerai 4 titres à suivre pour les prochaines semaines avant de terminer comme d'habitude avec le screener Trend Following, donc une vidéo en fait avec beaucoup de nouveaux titres que vous m'avez proposés comme d'habitude dans la liste sur le post du jeudi, mais également quelques-uns qu'on suit, voilà, donc je pense que ça va être une vidéo intéressante. On va essayer comme d'habitude de faire un format d'une heure, mais bon, on sait que souvent on mord un petit peu la ligne comme d'habitude. Merci mille fois pour vos nombreux soutiens semaine après semaine. J'ai une pensée toute particulière pour les plus anciens qui se reconnaîtront, bien entendu, que j'embrasse bien fort. Je ne vais pas citer de nom parce que la liste serait longue, je vais en oublier certains et ça me ferait pas eux, mais à moi, mal au cœur de les oublier, mais enfin, ils se reconnaissent. Encore une fois, merci pour les commentaires, merci pour les encouragements. Aussi, je vois sur les différents réseaux sociaux, notamment Facebook et autres, qu'il y a différents partages de cette vidéo, de ces vidéos hebdo, pour, si vous estimez que ces vidéos peuvent donner un petit plus, encore une fois, aux gens qui vous entourent sur l'investissement, n'hésitez pas, bien entendu, à les partager. Pour rappel, ces contenus-là sont mis à disposition gratuitement. Pareil, s'il y a des améliorations que vous souhaitez, des idées, on m'avait soumis des idées sur les formats courts. Vous avez vu que j'ai commencé à en faire. Il y a un ETF là que je vous ai présenté. Il y en a un second qui va arriver, très intéressant également, que je vais vous présenter sur des formats plus courts. C'est visiblement le dernier format qui vous a plu. Donc moi, je vous écoute comme d'habitude. Mais n'hésitez pas, toujours avec bienveillance évidemment, de me faire vos propositions. Il y a aussi certains qui me proposent de l'aide, etc. C'est toujours super agréable. Donc n'hésitez pas. Encore une fois, cette chaîne, elle ne m'appartient pas, elle nous appartient à tous. Le but, c'est d'en faire quelque chose de bien pour pouvoir progresser, continuer de progresser tous ensemble, même si ça fait déjà pas mal d'années maintenant qu'on se revoit tous les vendredis. Allez, on passe à la macro avec la saisonnalité. Comme d'habitude, c'est un mois de janvier qui ressemble à un mois de janvier entre guillemets classique, du moins pour le moment, c'est-à-dire un mois de janvier plutôt pas mal, avec une moyenne à 62% de performance positive depuis 1928 sur le S&P 500. C'est vrai également
pour le Nasdaq avec des performances qui sont historiquement positives. Attention, sur février, c'est beaucoup moins vrai, pardon, et on le voit ici, notamment, là on est plutôt, d'ailleurs il faut pas décaler la flèche par rapport à la semaine dernière, on est plutôt là, donc on peut éventuellement avoir la deuxième quinzaine de janvier, pardon, qui est plutôt positive sur le S&P 500. En revanche, attention, le mois de février, et notamment la première quinzaine, en général, elle n'est pas exceptionnellissime, donc attention, on peut avoir un petit peu de volatilité. D'ailleurs, pour être tout à fait sincère avec vous, je m'y attends un petit peu. Mais j'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc voilà, ça c'est donc pour les S&P 500. Pour le Dow Jones, donc c'est un petit peu pareil. On a un petit peu voilà, un mois de janvier, la mi-janvier, avec un petit creux avant que ça reprenne. Et voilà, un mois de février quand même finalement un petit peu en zigzag. Le Nasdaq, lui, en général, est à peu près pareil, avec un petit peu plus de zigzag aussi, mais on le sait, c'est l'indice qui a le mieux performé aussi, donc il est un petit peu plus solide. Les indices européens, eux, en revanche, certes, sur cette deuxième quinzaine de janvier, sont un petit peu plus en difficulté, mais voilà, février est un petit peu moins mieux, on va dire, moins pire, avant éventuellement d'avoir un mois d'avril qui, historiquement, est un des meilleurs mois de l'année, avant d'avoir cette fameuse période sur mai, le fameux Selling May and Go Away, où finalement de mai à octobre, on peut avoir de la volatilité, mais historiquement, en termes de probabilité, il ne se passe pas forcément énormément de choses sur les indices. Suivez mon regard, les stock pickers, évidemment, en général, c'est des périodes qu'on apprécie. D'ailleurs, les stock pickers, depuis le début de l'année, avec des marchés qui font pas grand-chose, en général, vous avez tous, j'imagine, une grande partie d'entre vous, performé sur les marchés, notamment sur le swing trading, parce que finalement, vu qu'il ne se passe pas grand-chose sur les indices dits classiques, il n'y a pas énormément de volatilité, les flux se reportent à droite et à gauche sur les actions oubliées, Donc, c'est pour ça aussi qu'on a des portefeuilles, et on est très content d'ailleurs, qui ont bien performé pour le moment sur le mois de janvier. Attention de ne pas le crier trop fort sur les réseaux sociaux, comme je le vois à droite et à gauche. On affiche la performance annuelle le 14 janvier ou le 15 janvier. En général, il faut faire attention. Je m'en souviens d'une année, c'était je crois que c'est 2021, où ça avait été exactement la même chose. Et puis, finalement, pouf, derrière, ça avait plongé. Attention de ne pas trop crier aux performances exceptionnelles dès le 14 janvier. Parce que des fois, ou le 15 janvier, parce que des fois, derrière, on a quelques surprises. Encore une fois, je rappelle que tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas perdu, mais tant que vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas gagné non plus si vous êtes en plus-value. Donc, n'oublions pas, si vous êtes content de votre performance annuelle parce que vous avez fait 10-15%, et que ça vous va, vendez, si vous faites du swing trading, et mettez-vous à l'abri les 9 derniers mois. Voilà. Donc, encore une fois, attention de ne pas croire que les plus-values latentes sont des plus-values certaines. Malheureusement, ça évolue souvent. Bon, le CAC 40, voilà, pareil, on est un petit peu dans ce moment-là, ça se ressemble. Dernier retour avec ce mois de décembre, qui a été un mois sur les marchés plutôt positif, sur les marchés français, avec une surperformance de 4-5 points sur les small caps, avec un mois de janvier qui, lui aussi, en général, est un bon mois, mais est un bon mois historiquement très légèrement plus favorable sur les big. Voilà, on verra, pour le moment c'est un petit peu le cas. On est globalement aussi dans une période assez tranquille en termes de publication. C'est vrai aux États-Unis, on le voit avec un agenda des publications qui est relativement libéré, on va dire, avec très peu de publications. Bon, voilà, quelques-unes intéressantes quand même, notamment Citi, Bank of America, etc. Mais finalement, en termes de nombre, très peu. C'est vrai également, bien entendu, pour l'Europe, et notamment France, Belgique et Pays-Bas, avec, on le voit ici, pour les 3 semaines à venir, relativement calme, surtout la semaine prochaine, mais on voit que voilà, petit à petit, on va arriver à, très certainement, et je pense aussi que ça explique le calme actuel, on va arriver à la période de publication. Donc, attention aux actions que vous avez en portefeuille, faites le point, regardez un petit peu qui publie et surtout à quelle date, et en fonction, prenez vos décisions, parce que on peut avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Et surtout, on peut avoir de la volatilité.
Donc, je reviens sur le sujet de cette vidéo, comme d'habitude, avec notamment cette question qui m'a été adressée cette semaine par un lecteur qui se reconnaîtra, qui m'a dit, Tino, est-ce que tu trouves pas, et j'avoue que la question m'a surpris au début, à la première lecture, est-ce que tu trouves pas que ce marché est trop calme? Alors, encore une fois, j'ai souri, et puis je suis revenu quelques minutes après sur cette question, et je me suis dit, mais tiens, mais cette question, elle est intéressante, parce que c'est vrai qu'on oublie, on se fait un petit peu endormir par ce marché, avec des portefeuilles voilà, qui montent tranquillement, des indices qui, oui, c'est vrai, montent pas en ligne droite, mais quand même, voilà, continuent de monter progressivement. Et petit à petit, pour autant, on a des indicateurs macro qui se dégradent doucement, on le voit, les chiffres de l'emploi, etc., malgré l'inflation qui continue de baisser, d'ailleurs, on y reviendra. Euh, et on a aussi cette nervosité de Donald Trump qui a l'air quand même très agressif sur le sujet du Groenland. On voit ce qui se passe notamment en Iran, etc. Voilà, il y a beaucoup, c'est un monde qui bouge beaucoup. La guerre en Ukraine est toujours présente. On a un président de la République qui s'est adressé aux armées en disant qu'il fallait qu'ils soient prêts à combattre, etc. Donc, on a un marché quand même, pardon, pas un marché, on a justement un marché qui est pas nerveux, mais on a un monde autour de lui qui l'est quand même beaucoup. Et c'est vrai que ça peut surprendre un petit peu. Je pense que c'était aussi le sens de la question, de cette question-là du lecteur. C'est finalement, est-ce qu'on n'a pas un marché qui est un peu décorrélé dans la psychologie par rapport à ce qui se passe autour? Et je pense que c'est pas totalement faux que de le dire. Maintenant, la question est de savoir pourquoi on a un marché qui est comme ça. Moi, je pense que c'est un marché qui est en attente. Je pense que c'est un marché qui est en attente. Je pense que c'est un marché qui a pricé beaucoup de choses, qui euh, pense que Trump ou va s'arrêter là, ou va avoir gain de cause sur le sujet du Groenland, donc finalement, ça va pas, il va pas y avoir de graves conséquences. Euh, et donc, pour moi, c'est un marché qui est plus en train d'observer finalement, au-delà de ce que va faire Trump, des réactions des autres. Et pour le moment, les réactions, bon, si ce n'est quelques paroles, etc., elles sont relativement calmes quand même. Donc, c'est un marché qui se dit, bon, en même temps, l'inflation, même si elle a énormément baissé, elle est toujours présente, donc il faut toujours s'investir. Euh, Regardez notamment le livret A, le livret A qui a encore baissé cette semaine, qui est à 1,5%. Donc aujourd'hui, si vous voulez rémunérer votre argent pour lutter contre l'inflation, bon, le livret A couvre une grande partie de l'inflation en Europe, mais malgré tout, si vous voulez gagner de l'argent et du coup faire fructifier votre épargne, ben, en gros, à part si vous allez sur l'immobilier, mais on sait que c'est un sujet compliqué en ce moment dans notre pays, pour tout un tas de raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir tout de suite, que les taux sont encore très hauts par rapport justement à l'inflation et à la croissance. Bah, finalement, la bourse reste encore un très bon moteur. Un très bon moteur, il n'y a qu'à voir la performance des indices mondiaux depuis le début de l'année. Ben voilà, la performance est quand même très très bonne encore pour jusqu'ici. Donc ça prouve que quand même les investisseurs sont toujours... voilà. C'est vrai que les valorisations sont élevées, c'est vrai que, pas sur tous les secteurs, etc., je fais des généralités, je m'en excuse, mais la majorité des investisseurs se disent que voilà, c'est vrai que c'est cher, mais finalement, Tina, il n'y a pas d'autre alternative et simple en tout cas, et au moins ça permet malgré tout d'être dans la capacité, si ça tourne mal, de pouvoir retirer éventuellement ses liquidités assez rapidement et donc de garder de l'agilité sur son portefeuille, sur son argent, et ça se tient, hein, et ça se tient. Hein. Et donc ça, évidemment, et évidemment aussi avec les ETF qui continuent, je publierai toute la semaine prochaine pas mal de stats sur les ETF qui sont très intéressantes sur une étude de BlackRock, je crois que c'est une étude de BlackRock, sur notamment les ETF européens en France, etc., sur le comportement des investisseurs, et vous allez voir que les ETF, la mode des ETF, elle est pour le moment, elle n'est pas derrière nous, hein, elle est même, je dirais, devant nous. Et il y a encore du monde à conquérir. Donc tout ça fait que bah, finalement, vous oubliez un petit peu les différentes craintes, vous vous y habituez, et parmi ces craintes, il y a eu aussi effectivement le sujet Powell, hein, puisque à la tête de la Fed, Jérôme Powell résiste à Donald Trump, qui lui demande de baisser les taux directeurs encore et encore, afin de booster l'économie américaine. Il pourrait en faire les frais, puisque le ministère de la Justice menace de le poursuivre
au pénal concernant les travaux de rénovation du siège de la Réserve fédérale. Donald Trump assure n'y être pour rien. On a du mal à y croire. Évidemment, on a du mal à y croire. Donc évidemment que Trump est initiateur très certainement de ça. Donc il y a cette guerre, hein, parce que évidemment Trump, lui, ben voilà, il a envie il sent, il le voit, Trump, il n'est pas aveugle, hein, et puis surtout, je pense qu'il est conseillé, il voit que les indicateurs macroéconomiques, il voit les mêmes que les nôtres. Malgré tout, même si il tape fort et que les droits de douane, etc., sa politique depuis 18 mois pour les États-Unis, je dis même pour les États-Unis, malgré tout, elle a permis cette résistance. Mais il sait qu'il pourra pas faire ça ad vitam aeternam, mais qu'il a un petit peu épuisé tous les recours. Donc aujourd'hui, finalement, le seul moyen pour vraiment maintenir une croissance, voire relancer la croissance aux États-Unis, voire baisser le taux de chômage aux États-Unis, etc., et éviter une récession, c'est d'imprimer du pognon, quoi. Voilà, c'est tout. Ouais, ça a toujours marché comme ça marche toujours comme ça marchera toujours comme ça jusqu'au jour où ça implosera. Mais Trump fait le pari que d'ici là, il sera plus de ce monde. Et potentiellement, à mon avis, on peut le croire. On peut le déplorer, ça c'est pas le sujet, mais on peut croire ce raisonnement-là. Depuis plusieurs mois, Jérôme Powell est dans le collimateur de Trump. Le président américain cherche à faire tomber le président de la Fed. Voilà, qu'il a pourtant nommé, on oublie, hein, mais il l'a pourtant nommé en 2018. La raison, il ne fait pas baisser les taux d'intérêt assez vite, à ses yeux, devant la résistance de Powell. Le président milliardaire Donald Trump critique régulièrement, voire insulte publiquement, ça c'est gênant, la Fed et son patron. Parce que Trump, même si potentiellement pour moi, et je l'avais dit il y a quelques mois, il avait raison sur le fait que pour moi, Powell a pris du retard sur la baisse des taux et potentiellement prend un risque sur la récession à venir parce que Powell disait il y a trop de risques d'inflation, etc. Sauf qu'on voit que l'inflation s'est dégonflée à mort. Et pour moi, Powell a cru que s'il baissait les taux, il allait relancer l'inflation. Mais pour moi, on n'est plus dans cette étape-là. Encore une fois, je l'ai expliqué pourquoi dans la vidéo de la semaine dernière. Donc, il est vrai que, bon, même si, il y a toujours un risque de reprise de l'inflation, au moins de rebond, je pense que le risque à court terme n'existe plus. Parce que pour moi, l'économie est trop dégradée et l'emploi américain est trop dégradé aujourd'hui pour pouvoir relancer l'inflation, sauf événement, encore une fois, sauf événement majeur. Mais ça, pour le coup, qu'on baisse les taux ou pas, n'y changera pas grand-chose. Donc, l'administration de Trump accuse maintenant la Fed de ne pas avoir respecté le budget prévu pour la rénovation. Agitant les soupçons de fraude, il avance un montant de 3,1 milliards de dollars contre 2,7 milliards prévus initialement, les chiffres démentis évidemment par Powell. Le patron de la Fed a annoncé dimanche que la Banque centrale a reçu une convocation du ministère de la Justice. Il pourrait s'en suivre une mise en accusation au pénal sur la base d'une déposition de Jérôme Powell faite en juin devant le Congrès sur la rénovation du bâtiment. Donc voilà un petit peu les différentes news. Donc voilà, ça aussi, ça met un peu de piquant, on va dire, sur l'actualité américaine. Maintenant, est-ce que ça peut faire bouger les marchés? C'est un élément qui aurait pu faire bouger les marchés à certains moments. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc les marchés s'affranchissent de ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. On y reviendra sur l'actualité éco. D'abord, on fait un petit point sur les résultats à venir, sur notamment la semaine prochaine. Donc vous voyez, il y a quelques résultats. Allez voir sur les différents sites parce que bon, voilà, il peut y avoir des modifications, des erreurs, des omissions. Les dividendes, il n'y en a pas logiquement la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu pour l'actualité des résultats et des dividendes à venir. Donc évidemment, l'actualité de la semaine pour moi, ça a été en tout début de semaine, donc l'inscription pour le CAC 40 d'un nouveau record à 8380 points. Souvenez-vous, l'objectif que je vous avais donné, c'était la zone des 8400 points. Nous l'avons atteinte et comme de par hasard, c'est maintenant, alors qu'il y a quelques mois encore, personne ne voyait un nouveau plus haut historique sur le CAC 40 et que tout le monde, enfin pas tout le monde, mais une grande partie en tout cas était vendeur sur le CAC 40. C'est maintenant qu'on a inscrit un nouveau sommet et c'est maintenant que plus personne croit à une baisse. Mais je développerai ça notamment avec les graphiques. C'est là où moi je commence... Voilà, et je l'ai dit notamment sur le salon MTT, ça fait plusieurs jours, je dis attention,
Voilà, remontons les stops, ne jouons pas, ne faisons pas n'importe quoi. C'est maintenant que vous devez avoir une petite voix dans votre tête qui vous dit, écoute, pas de problème, tant que les flux sont aussi, on continue de chercher les achats, mais faisons attention, prenons des trades 4 étoiles, c'est-à-dire des trades avec des ratios gain-risque très élevés, des stops très courts, des valeurs liquides, des valeurs avec des bons fondamentaux, etc. Parce que quand même, je trouve qu'on arrive vraiment petit à petit vers un marché qui est relativement complaisant. On voit que l'échelle, le degré de risque, on est plutôt sur la borne haute, voire très haute. Ça, en général, l'appétit pour le risque qui se mesure avec cet indicateur-là, eh bien, est assez souvent bien vérifié. Donc, il faut faire, pour moi, globalement, attention. Ce qui est intéressant également et qui prouve cet appétit pour le risque, c'est que depuis le début de l'année, finalement, vous vous rendez compte que ce qui performe le mieux aux États-Unis, c'est les small caps, notamment le Russell 2000, qui a énormément performé. Donc, risque on. On va sur les actifs, entre guillemets, actions les plus risquées, les petites capitalisations américaines. Je crois qu'il y a 40% des actions américaines qui ne font pas de bénéfices. Mais c'est pas grave, ça va vite, c'est volatile, on y va, ça spécule. Donc ça, si vous voulez, pour moi, c'est un peu l'étape... c'est un petit peu l'étape... comment dire cela sans vouloir vous inquiéter. C'est un peu le dernier mouvement, quoi. Le bouquet final. Voilà, le bouquet final, c'est plus joli, c'est plus joliment dit. Le bouquet final. C'est souvent comme ça. Donc on va d'abord sur les large caps, d'accord. On va d'abord sur les 7 magnifiques, blablabli, blablabla, les plus belles, les 7 qu'on fait le plus croissants, les plus solides, avec le plus de cash flow, avec le plus de trésor, avec le moins de dettes, blablabla. Ensuite, on commence à s'intéresser aux équipes pondérées, donc on va aller chercher les autres actions du S&P 500 qui sont un petit peu en retard, voilà, et ça rattrape, la preuve, ici en noir. Et puis finalement, une fois qu'on a fait rattraper ça, on se dit, maintenant je suis en retard partout, qu'est-ce qu'il faut que j'achète pour rattraper ma sous-performance actuelle, ou en tout cas la poursuivre? Je vais chercher des actifs risqués. Je vais chercher des small caps, même si elles font pas d'argent, c'est pas grave, on s'en fout, de toute façon tout monte. Et c'est ce que, clairement, les investisseurs sont en train de faire. D'ailleurs, vous avez qu'à voir le secteur défensif aux États-Unis, donc le secteur value, santé, consumer staples et utilities, qui est très 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 en retard, qui est sur des plus bas historiques, notamment au plus bas quasiment de 2000. Je vous rappelle pas ce qui s'est passé dans les années 2000 sur les marchés financiers, mais c'était en tout cas un plus bas. Alors, je dis pas que la baisse majeure des marchés pour demain matin, je dis juste que, encore une fois, vous devez obligatoirement, ça fait partie de la vie d'un investisseur, c'est pas un tempo, c'est pas un timing, c'est juste de devoir se dire, ok, j'ai des éléments macroéconomiques autour de moi que j'ai analysés, et je sais qu'à un moment donné, quand les indicateurs techniques, graphiques me donneront, eux, le timing, là, je devrais agir. C'est ça que ça veut dire. En fait, c'est petit à petit se mettre dans un contexte et se préparer à ce qui peut potentiellement arriver, c'est-à-dire une correction de marché dans les jours, semaines, peut-être mois à venir, j'en sais rien. Mais en tout cas, s'y préparer parce que pour moi, on est de plus en plus proche. Pour moi, encore une fois, il y a 2 scénarios potentiels. Soit on part en exponentiel, ce qui est un scénario encore une fois possible. Voilà, type avant le crash de 2000 où on est parti en ligne droite, ça peut durer là aussi quelques semaines, quelques mois, donc là vous allez avoir tout à coup un indice américain qui va exploser à la hausse et tous les indices mondiaux vont exploser à la hausse. Il y aura un événement qui va déclencher ça, une euphorie, et là on sait pertinemment, et c'est pour ça que j'espère que ce ne sera pas ce scénario-là, on sait pertinemment que ça va finir très mal et que derrière quand le marché se retournera, ce sera peut-être des mois voire des années de marché, de véritable marché baissier. Ou alors, on a le deuxième scénario, qui est plutôt le mien, où c'est un scénario où on va avoir effectivement un marché de, certes, dans un premier temps, d'une première baisse, mais derrière, un marché de range qui va durer des semaines, voire des mois, voire des années. On est sur, effectivement, une exposition aux ETF levier, leverage, en 2, 3, etc., qui est extrêmement fort, preuve là aussi que les investisseurs ont besoin de rattraper un manque à gagner sur la performance, et on sait que historiquement, en tout cas ça a été le cas en janvier 2025 et en janvier 2022, ça a été le cas, on a eu derrière des corrections qui ont été plus ou moins longues, plus ou moins importantes, qui n'ont pas remis, je tiens à le préciser, qui n'ont pas remis des tendances de très long terme en
en doute, hein, ce sera toujours le cas, et je n'imagine pas qu'on va partir sur un marché baissier de 20 ans, mais juste, voilà, avoir en tête qu'aujourd'hui, encore une fois, on le voit sur ce graphique-là, vous êtes sur un marché où on est cher, voilà, on est cher par rapport aux valorisations moyennes et historiques. Donc, voilà, c'est là aussi où parfois, c'est dommage, je déplore le fait que c'est pas parce que vous montrez un graphique comme celui-ci en disant attention, on est cher, que vous voulez que moi, par exemple, voilà, on fait tous le constat aujourd'hui. Enfin, il faudrait. Voilà, après, il y a certains qui nuancent en disant oui, mais la croissance, mais machin, etc. Très bien, mais malgré tout, on est sur des marchés. Moi, je dis pas en bulle parce que je pense pas qu'on soit sur des marchés en bulle, vous le savez. Mais on est quand même sur des marchés chers. C'est la réalité. Et c'est pas parce que on est sur des marchés chers et qu'on le dit et qu'on le pense qu'on va se mettre tout à coup à shorter n'importe où, n'importe comment. Voilà, encore une fois, il faut une confirmation technique. Donc c'est là aussi, encore une fois, il faut essayer d'être équilibré sur les réseaux sociaux, c'est pas tous les jours facile, mais en tout cas, c'est là où il faut essayer d'être équilibré. On le voit là aussi par rapport aux indices américains, hein, le Nasdaq, on est cher. Le Russell, c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il fait du rattrapage, on est sur la partie haute, mais on n'est pas en bulle, voilà, non plus. Le S&P 500, il est un peu cher par contre. Même l'Equal Weighted, il est un petit peu cher. Et le Mid Cap, il est lui aussi, il est plutôt sur la partie supérieure. Donc encore une fois, ce graphique-là, pour les US, me montre, moi, qu'on n'est pas sur des bulles, mais on est quand même cher. Donc attention à ça, d'autant qu'on le sait, on aura à un moment donné aussi un autre problème que les valorisations, c'est les flux financiers. Et on sait que lorsque on a une telle concentration sur les indices américains, et notamment sur le S&P 500, et quand vous avez 40% de la pondération du S&P 500 qui est représenté par 10 valeurs, on sait qu'à un moment donné, ça peut poser un problème de flux. On sait également qu'on est dans une période où effectivement, eh bien, le taux de chômage eh bien, est important aux États-Unis, qu'on a fait un bottom, et on sait que historiquement, eh bien, très régulièrement, quand on fait un bottom sur le taux de chômage, eh bien, ça finit en général assez mal. Et je pense que Trump le sait, je pense clairement que c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu une des raisons qui fait qu'il veut absolument, absolument contrer ça avec une baisse de taux pour renflouer les entreprises et leur permettre d'investir massivement. Quand on dit les indicateurs économiques, alors parfois on peut nous reprocher, même moi je peux le reprocher à d'autres experts, là encore une fois c'est pas un jugement de valeur, de parfois mettre en avant un seul économique ou un seul indicateur économique ou un autre. Eh bien, ce qui est toujours intéressant de regarder c'est le Lending Economics Index, qui est un indice qui regroupe plusieurs indicateurs économiques, macroéconomiques, je crois qu'il en regroupe une dizaine de mémoire. Vous avez les permis de construire, vous avez les anticipations des entreprises, vous avez les demandes d'allocation de chômage, justement, vous avez voilà, il y a pas mal d'indicateurs qui sont mis dans un seul panier, un indice, c'est super, moi je trouve, c'est vraiment génial. Et du coup, on peut le mesurer. Voilà, on peut mesurer cet indice-là. Et cet indice-là, vous le mesurez ici, c'est par le LEI, donc Lending Economic Index. Donc vous l'avez ici sur le graphique en jaune-orange. Hein, je ne sais pas trop quelle couleur c'est, peu importe. Je ne suis pas daltonien, mais je ne sais pas trop quelle couleur c'est. Ouais, c'est un jaune-orangé. Jaune orangé. Et dessous, c'est très intéressant, vous avez donc la performance du S&P 500. Alors on a du recul, hein, on a du recul puisque c'est un indicateur qui, là, on a depuis 1981 et l'élection de François Mitterrand. Donc, qui n'a rien à voir d'ailleurs avec ça. Je sais pas pourquoi je dis ça. Du coup, ce que je veux dire, trêve de plaisanterie, ce qui par contre est assez étonnant, c'est qu'on a une belle divergence. On a une belle divergence, donc vous voyez que effectivement cet indicateur économique là ici, eh bien il a plongé. Et qu'on sait qu'historiquement, lorsqu'il plonge ici, 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 on a derrière effectivement une période de récession. Voilà. On a souvent également derrière un S&P 500 qui se pète la gueule. Ça a été de 19% ici en 90-91, en 2000 49%, en 2008 55%, et ici donc en 2020 33%. Pourquoi aujourd'hui on a du retard sur un éventuel plongeon
du S&P, ChatGPT. ChatGPT, donc l'intelligence artificielle de manière plus générale, c'est ce qui compense aujourd'hui la performance du S&P 500 et qui crée le décalage avec le Lending Economic Index. Donc la véritable question, évidemment, c'est de savoir lequel des deux ment. Est-ce que le marché a raison d'aussi bien pricer les revenus tirés par l'IA? Et j'entends ceux qui me disent que oui, parce qu'ils ont des arguments. Mais j'entends également ceux qui me disent que le marché fait preuve d'une trop grande complaisance et qu'on va avoir un rattrapage. Voilà. Moi, à mon avis, il est un petit peu entre les deux, encore une fois. Je pense qu'on va plus avoir une période de stagnation, en attendant justement que les indicateurs économiques se relèvent, et que ça va être une stagnation, encore une fois, pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Et encore une fois, j'ai d'autres arguments que cet indicateur-là pour vous le donner. Mais il faut comprendre que même si vous avez une période de range qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, j'en sais rien, vous avez toujours le premier coup qui peut faire une baisse de 10-15%, voire même plus. Voilà. Et moi, je pense que cette année, on peut très bien avoir un drawdown de 15 à 20% sur le S&P 500 sans aucun problème, et ensuite attaquer cette fameuse période de zigzag. Donc voilà, en termes de timing, bah j'ai pas grand chose à dire. On est toujours sur on est toujours sur exactement le scénario qu'on avait donné sur l'année dernière et sur ce début d'année. Hein. C'est-à-dire que pour moi, on a un VIX qui est très très bas, qui va continuer pour moi éventuellement à baisser, qui va en tout cas rester par là, mais derrière, voilà, attention, parce que on peut avoir ici, on peut avoir un petit retournement du VIX qui conduit à une augmentation donc de la volatilité. Et donc, ou plutôt, c'est la volatilité qui conduit à un VIX plus élevé, peu importe, mais donc qui conduit surtout à potentiellement une baisse des marchés. Ou en tout cas, voilà, beaucoup de zigzags, d'autant que là aussi, on le voit, hein, la performance du S&P 500 depuis 2015, elle a été quasiment faite eh bien, par les 7 magnifiques, hein, qui ont absorbé tout. D'ailleurs, il y a un graphique que j'ai publié hier sur les réseaux qui est assez incroyable. Aujourd'hui, enfin, pardon, pas aujourd'hui justement, en 2025, vous avez seulement 30% seulement, moins d'un tiers des actions du S&P 500 ont fait mieux que le S&P 500 en 2025. C'est absolument ahurissant. Donc ça veut dire que vous avez plus de 2 chances sur 3, si vous choisissez au hasard des actions du S&P 500, de faire moins bien. Pas pareil, pas mieux, moins bien. C'est la troisième plus mauvaise performance depuis 2001. Donc c'est assez paradoxal. Plus que jamais, c'est un marché qui se cache derrière quelques grands arbres, qui cache la forêt derrière quelques grands arbres, que sont évidemment les mastodontes que vous connaissez, plus quelques-unes à côté. Souvent, je vous montre ce graphique-là, qui va aussi, pour moi, encore une fois, dans le sens d'une stagnation potentielle des marchés sur les mois et les années à venir. C'est la performance du gold par rapport au S&P 500. Et lorsqu'on mesure la relation donc, entre les performances du S&P 500 et du gold, on sait que lorsqu'on a une sous-performance du S&P 500, pardon, je montre le mauvais écran, une sous-performance du S&P 500 ici et ici, et bien derrière, on a des grosses périodes de range. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup moi avoir plusieurs graphiques de personnes différentes qui montrent la même chose, ça valide un petit peu plus le scénario, parce que c'est difficile de vérifier tout seul les graphiques qu'on trouve. Et il y en a un deuxième qui montre exactement la même chose, qui est moins clair je trouve, mais qui montre strictement la même chose. C'est qu'on le voit ici, donc quand on a effectivement le gold contre le Dow Jones, alors là c'est le Dow Jones, mais c'est pareil, hein, voilà. Quand on a des poussées comme ça, ou ici, on a le S&P 500 le Dow Jones, en bleu violet, qui fait des périodes de range. Ça a été le cas entre 1966 et 1982, ça a été le cas également entre 2000 et 2013. Voilà. Et encore une fois, je trouve qu'on est sur une période qui est très similaire avec la période notamment de 1996 à 2001. On pourrait très bien avoir une période un petit peu comme ça, et après on verra ce qui se passe. On sait aussi que la deuxième année présidentielle est une année un petit peu en range, donc ça aussi ça milite vers maximum de zigzag. Ça ne veut pas dire bien sûr, on ne pourra pas trader. Au contraire, moi je pense que ça va être une année fabuleuse, et d'ailleurs on en a la preuve encore une fois sur ce début d'année. Ça va être une année fabuleuse pour le stock picking, pour les traders,
Voilà, c'est un marché trader. C'est un marché trader. Aujourd'hui, on le voit depuis un mois et demi, 2 mois. C'est un marché vraiment de trader. C'est un marché de swing. Il faut remonter les stops, il faut être actif, il faut prendre les bénéfices. Il y a des bonnes poussées, mais derrière, il y a beaucoup de retours. Donc, il faut être agile. Il ne faut pas hésiter à remonter les stops quasiment tous les soirs. C'est certainement ce qui va faire pour moi la différence sur la performance de 2026, c'est la capacité à être agile, la capacité à être capable d'acheter le lundi une action et la revendre le mercredi parce que tout à coup les choses ont changé. Si, pour moi, hein, la première erreur, et d'ailleurs on parle de ce sujet-là dans la vidéo que vous aurez mardi avec David Renan et Michael Landreau, pour moi, la principale erreur, c'est de s'obstiner en 2026. Si vous êtes obstiné, si vous êtes têtu, si vous dites non, mais c'est une belle valeur, ça a baissé, ça vaut le coup, vous allez, je pense, au-devant de grandes difficultés. Pour moi, véritablement, ce qu'il va falloir faire en 2026, c'est être agile. Se mettre des certitudes qui durent 24 heures. Vos certitudes doivent durer 24 heures en 2026, pas plus. Voilà. Mais c'est mon avis et je me trompe peut-être. Ce ne sera pas la première fois, ma femme me le dit tout le temps. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Donc, tout le monde peut réussir à investir à la table des investisseurs avec eh bien, le suivi du portefeuille Forteresse pour résister à toutes les crises. Portefeuille Forteresse qui a bien performé. On fera d'ailleurs le mois prochain donc, le suivi. D'après Maxime, là, il passait même devant le S&P 500. Incroyable, incroyable. Il passait même devant le S&P 500 en termes de performance. Donc voilà, donc on est très content, sachant que le drawdown est divisé par 3 ou 4. Donc c'est quand même assez énorme ce qu'on est arrivé à réaliser. Je sais que beaucoup suivent ce portefeuille, l'ont recopié. Et j'ai beaucoup, voilà, toutes les semaines, j'ai vos messages qui sont toujours très sympas. Donc voilà, n'hésitez pas, encore une fois, tout est disponible, bien sûr, gratuitement. Sur la table des investisseurs. Alors, on attaque avec eh bien, notre cher ami, le CAC 40. Alors, encore une fois, vous le savez, ces derniers mois, j'ai été hyper bullish. Pour moi, il n'y avait aucune raison de vendre le marché. Pour moi, je vous disais, je vise les 8004, ce sera la zone à tenter. Mais à chaque nouveau plus haut, il faut faire attention. Et on le voit aujourd'hui, chaque nouveau plus haut, il faut faire attention. La remise en question totale sera, pour moi, si on casse le support ici en bleu. Tant qu'on est au-dessus du support oblique ici en bleu, on ne remet pas en question la tendance de moyen terme. La tendance de long terme, elle, ce sera sous la M200, donc on a encore, voilà. Mais à court terme, attention, il faut tenir absolument la zone de gap. La zone de gap qui est globalement ici. Il faut absolument tenir cette zone, parce que sinon, ça voudra dire retour ici. Et là, il faudra réagir. Voilà, ça veut dire retour ici. Donc, là, à court terme, d'ailleurs, alors on verra, hein, il est encore tôt, il est 10h28 au moment où j'enregistre cette vidéo, donc il peut s'en passer des choses. Mais quand même, voilà, on revient sur la M10, on a quelques bougies un petit peu en difficulté, on voit qu'on a tenté un nouveau plus haut vendu. Donc voilà, ce qu'il faut espérer maintenant, qu'est-ce qu'il faut espérer pour que ça redémarre? Il faut espérer une congestion là-dedans, un petit biseau descendant, et éventuellement, dans 1 ou 2 semaines, on pourra repartir. C'est ce que je souhaite, hein. Moi c'est ce qu'il faut. Il faudrait maintenant qu'on ait un petit rebond, une belle réduction de volatilité, très peu de volatilité, et là on voit le dernier, je ne sais pas, en tout cas un mouvement supplémentaire sur le CAC 40 pour aller chercher les 8005. Mais à chaque nouveau, j'insiste, à chaque nouveau plus haut, dans une figure en biseau ascendant, chaque nouveau plus haut, vous devez faire attention. Parce qu'on sait, regardez, chaque fois, je vous trace, hein, regardez ici, regardez, chaque nouveau plus haut, je vous trace chaque nouveau plus haut. Hein, vous allez voir, c'est assez flagrant. Hein, c'est assez flagrant. Voilà. Ici, regardez. Chaque nouveau plus haut. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a une correction. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a une correction. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a la correction. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a la correction. Ici, on fait un nouveau plus haut, on a pour le moment la correction. Donc ça, c'est clairement pour moi un indicateur qu'on construit une figure potentielle, et j'essaie sur le mot potentiel, de top. Alors, top, ça veut peut-être pas dire un top historique, un top de long terme, tout ça. Mais en tout cas, à minima, un top potentiellement de moyen terme. D'accord? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que par là, la tendance, tant qu'on est au-dessus du support oblique, elle est haussière. Il faut continuer de chercher des achats.
On fait juste attention lorsqu'on fait un nouveau plus haut à chaque fois, de remonter les stops, de prendre une partie des bénéfices et d'accompagner. Là où on s'inquiétera, et ça arrivera, je vous mets ma main à couper, ça arrivera, à un moment donné, on cassera ce support ici en bleu. Tiens, allez, je vais le mettre en gros, comme ça, voilà, on le cassera. Et là, quand on le cassera à la baisse, là, par contre, on n'essaiera même plus d'accompagner, ou en tout cas, on fera beaucoup plus attention, on parlera éventuellement de retournement, on regardera où on en est par rapport à la M200, etc. On n'en est pas là encore. Pour le moment, on cherche encore des achats, mais juste, encore une fois, je me permets, si vous me... J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop, mais je me permets juste de vous mettre un petit aspect de prudence qui n'existe plus sur les réseaux. Vous savez, sur les réseaux sociaux, j'ai un désavantage par rapport à vous, mais j'ai un avantage par rapport à vous, c'est que sur les réseaux sociaux, malheureusement, comme je suis exposé, on subit beaucoup, évidemment, les critiques, l'agressivité, etc. Mais c'est un avantage aussi parce qu'on mesure le degré de complaisance. Quand on met des graphiques depuis quelques jours, là, comme ça a été mon cas, en disant attention, l'IBEX, l'indice espagnol, il est en ligne droite. Il y a des indices quand même qui sont un peu hauts. Attention, on a des niveaux de variation élevés. Ça ne veut pas dire que ça va chuter, mais voilà. Et qu'on a un nombre incalculable de personnes qui nous disent de toute façon, ce marché ne peut plus baisser. De toute façon, ce marché va continuer de monter. De toute façon, il n'y a pas d'alternative, etc. Voilà, ça, on arrive à le mesurer. En général, ça donne pas le timing exact, mais en général, on sait qu'on n'est pas très loin, à minima, d'une correction. Voilà, je mets juste ça dans un coin de ma tête, mais je vous dis clairement ce que je ressens et clairement comment moi je vis la situation actuelle. Voilà, donc surtout si on casse la M10 en clôture, il faut faire attention. CAC Small, lui par contre très fort, voilà, et lui, on arrive aussi, voilà, on arrive aussi sur des zones qu'on avait indiquées. Les zones qu'on avait indiquées, elles sont là. On y arrive très vite d'ailleurs, hein, très très vite. Hein. Donc voilà, on sait pertinemment que... Voilà, je vous la mets ici, du coup, en zone... honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait y aller. Hein. Je, enfin, je, je me disais quand même, est-ce qu'on va le faire? Mais on y arrive. Voilà, vous voyez? Donc attention, attention les amis, attention. Quand je vois ce genre de choses, faites gaffe. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire vendez tout, pas du tout, pas du tout. Ça veut juste dire surveillez, soyez agile, montez vos stops, accompagnez vos positions, diminuez les tailles de position quand vous allouez à nouveau du capital. Si vous allouez à nouveau du capital sur vos swing trading, ça veut dire qu'en amont, vous devez avoir protégé vos positions précédentes, etc., etc. C'est tout ce que je dis, d'accord? J'appelle pas du tout à une chute monumentale des marchés, pas du tout, pas du tout. Je dis juste, ayez s'il vous plaît ce petit contrepoids dans votre tête, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir de la volatilité et le marché nous a endormis ces derniers jours, ces dernières semaines. Il va nous surprendre. Il a toujours fait ça, il fera toujours ça. Donc il va nous surprendre. Et il faudra être prêt. Et il faudra d'abord déjà avoir des stratégies très claires dans la tête et savoir exactement ce qu'on va faire. Parce qu'au moment où il y a la panique, au moment où il y a la volatilité, on perd 70% de nos moyens. Si vous n'avez pas préparé en amont vos plans, vous allez prendre des mauvaises décisions. Donc, dès maintenant, s'il vous plaît, dès ce week-end, réfléchissez à ça. Ok? Voilà, on passe aux actions, si vous le voulez bien. Bon, j'ai fait une introduction un petit peu longue, hein, voilà, mais c'est important. C'est important parce que je m'en serais voulu, je pense, si derrière il y a une correction de marché et qu'il y a des peurs et de la volatilité, je m'en serais voulu de ne pas vous avoir alerté sur le fait que ça puisse arriver. Même si, encore une fois, j'ai pas le timing. Fusion. Alors, elle fait partie des valeurs qui, elles, ont déjà subi de la volatilité. Donc, effectivement, belle tendance haussière hein, dans ce canal haussier historique, mensuel. Et puis derrière, ça lâche. Bon, moi, tout le monde dit que c'est une belle valeur, c'est une très belle valeur, mais moi, je trouvais, on en avait pas mal parlé, notamment ici, que c'était une valeur quand même bien valorisée. Il fallait faire attention. Et là, ça pardonne pas. Hein. Vous voyez, alors, on va peut-être même pas aller depuis juin, mais juste, par exemple, depuis octobre, en 4 mois, c'est moins 44. Donc là, vous perdez la moitié de votre valeur en 4 mois. Donc, évidemment, les questions que l'on me pose, c'est où c'est qu'il faut investir sur Fusion. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. J'ai deux zones. J'ai cette zone-là, qui est une zone pas mal. On y est, hein, globalement. Voilà, c'est difficile. Mais nous y sommes. Et puis, il y a cette zone-là aussi. Voilà, après, il y a la zone aussi des 78. Mais bon, déjà, la zone des 140, c'est pas mal.
142, on est à combien là? 150, voilà. Et après la zone des 114, même si elles ne sont pas très éloignées. Après, sinon, hein, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement attendre. Voilà, on avait dessiné, souvenez-vous, ce biseau descendant. On avait dit ce qu'on attendait, c'était une réduction de volatilité pour repartir. Mais il n'y a pas eu de réduction de volatilité. C'est là aussi où c'est important de laisser le marché nous donner des indicateurs. Des indications plutôt. Et voilà, on est sur une belle zone. Hein. Il y a une belle zone de friction là. Donc, il faut le suivre. C'est un peu tôt. Je pense qu'il faut, voilà, il faut encore. On commence à avoir un inside bar qui apparaît. Donc, on commence. J'imagine que les volumes doivent commencer à baisser. Voilà, on commence à avoir une baisse des volumes et tout. Donc, il faut laisser mûrir, encore une fois. Il peut y avoir des rebonds que ça, mais il faut laisser bien mûrir, sauf si vous êtes investisseur long terme. Donc, on y reviendra. On va la suivre, Vision, pour voir si le rebond, à un moment donné, se met en place. Euronext, pareil. Ça fait un moment que je vous dis, bon, moi j'attends, hein, elle a baissé, mais elle continue de baisser. Donc elle a déjà baissé de 22% depuis son entrée au CAC. Bravo, ouais, beau timing encore une fois sur le CAC 40. Ça aussi, à chaque fois qu'il y a une valeur qui rentre au CAC 40, elle le baisse systématiquement. C'est un top de marché, super. Donc on vire des actions mauvaises pour entrer des actions qui sont trop valorisées. Donc ça aussi, bon, j'ai jamais trop compris le truc. Peu importe, en tout cas, pour moi, ça reste une tendance haussière. Il n'y a pas vraiment de sujet là-dessus. Ça, c'est une construction. Mais qui peut mettre un petit peu de temps. Première zone de valeur, on va dire les 105, globalement la zone, hein, à vous de voir, après vous retracez, vous voyez si vous êtes d'accord ou pas. Et la deuxième zone, c'est évidemment le support oblique, qui là sera une très belle opportunité si nous y allons. Ça reste une très belle valeur, mais c'était quand même bien valorisé. Après, vous avez du Accor. Accor, pareil. Bon, Accor, c'est une super valeur, mais voilà, quid du potentiel. On est ici, on voit que généralement, le bad range, c'est une très grosse opportunité de long terme. En général, plus personne n'en veut quand on va sur le bas de range d'ailleurs, ce qui était le cas d'ailleurs en septembre 2022. Et le haut de range, en l'occurrence, c'est plutôt une zone où, voilà, même si on peut monter encore un petit peu, c'est plutôt des zones où on est bien valorisé. Donc on n'y est pas encore, il y a encore un petit potentiel, hein. C'est une action qui peut encore gagner 9, 10, 15%. Mais globalement, on est plus vers la fin, à mon avis, d'un mouvement que vers le début. Donc attention, minimum un retour, comme on a vu ici en avril, minimum retour sur la moyenne de long terme à 200 mois, c'est-à-dire globalement aux alentours des 34-35 euros pour avoir une première opportunité de long terme. Voilà. Court terme, moi je ne traite pas Accor parce que c'est un peu mou comme titre. Voilà, c'est pas une grosse amplitude. Donc voilà, de temps en temps, il y a des opportunités, comme ici, voilà, avec des belles congestions, mais c'est quand même assez rare. Hein. Voilà, ouais, si, il y en avait quand même un peu là, mais ça reste quand même des choses assez rares par rapport aux stratégies que je vous expose. Hein. Voilà, après, chacun ses stratégies, mais voilà. En général, en tout cas, ça fait un petit moment qu'on n'a pas de très 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 grosses opportunités un peu comme ça. Donc plutôt à l'écart sur le swing et plutôt à l'écart aussi sur l'investissement de long terme. Hein. Vinci, j'ai toujours le même avis, moi, sur Vinci. Pour moi, c'est haut de canal. Voilà, on en parle depuis des mois. Ça fait des mois que je vous dis, pour moi, je vois pas d'opportunité. Et rendez-vous compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mois, 11 mois même, puisque c'était mars 2025, où je vous dis, moi, je vois pas d'opportunité. Donc, ça fait un an qu'elle n'a rien fait. Alors que les marchés sont, depuis un an, globalement montés quand même. Hein. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas d'opportunité. Voilà, oui, ça peut zigzaguer, oui, ça peut monter, baisser, etc. Mais pour moi, le ratio gain-risque, il n'est pas bon sur Vinci et il faudra à minima une correction, minimum revenir sur les 100 et idéalement, voilà, sur le bas de canal et la moyenne mobile ici à 200 mois. Bouygues, en revanche, hein, c'était une des valeurs qu'on a beaucoup mis en avant en 2025 et on en avait parlé également sur un webinaire avec chez Investing avec mon ami Gilles. Elle était dans cette congestion et on disait tiens on surveille la congestion parce que si ça pète on peut avoir tout à coup effectivement un mouvement haussier et effectivement ouais, c'est ce qu'on a eu, voilà, on avait cette figure, vous voyez, un petit peu de canal descendant au-dessus de la M200, la fameuse première figure au-dessus. Et derrière, on a breaké, donc c'était vraiment pas. On avait proposé un achat au-dessus des 39 et des bananes. Pour le moment, c'est très ferme. J'ai rien à dire tant qu'on est au-dessus de la M200. C'est très très ferme. Donc voilà, juste, on est quand même sur une zone, première zone de éventuellement prise de bénéfice. Donc si vous allez jouer la cassure, voilà. Après c'est mou, hein. C'est mou un petit peu, Bouygues, hein, c'est pas ça qui va dynamiser extrêmement votre portefeuille, mais voilà, c'est une belle valeur, il y a un rendement qui est intéressant, il peut y avoir des petites carottes à droite et à gauche avec l'actualité, mais voilà, globalement c'est ça. BNP Paribas, incroyable, hein.
Donc BNP Paribas a une force extraordinaire, un biseau ascendant qui casse par le haut. Tout indique, hein, pour moi, sur BNP Paribas, il y a désormais de très fortes chances pour qu'on aille taper le top historique. Il faudra faire attention, d'ailleurs, à la cassure du top historique, s'il y en a une. Après, de bien monter les stops, parce qu'à un moment, on risquera au moins une prise de bénéfice pour revenir à minima sur ce support de long terme. On verra d'ici là, mais oui, je pense qu'elle elle peut continuer de monter, même si, encore une fois, pour moi, le ratio gain-risque pour acheter maintenant n'est pas forcément hyper intéressant. Toutefois, si vous en avez un en portefeuille, il n'y a pas de raison de vendre. Et si vous montez un produit comme on a proposé avec Olivier mardi, vous avez, je sais plus, vous avez, je crois que vous avez plus de 50%, donc je crois que de mémoire, vous devez avoir le capital garanti jusqu'aux 40 euros, ou même en dessous. Là, pour le coup, bon, voilà, vous prenez pratiquement pas de risque, quoi. Donc voilà un petit peu. Orange, ouais, Orange, ça y est, tout le monde se met à en parler là aussi, et je trouve que c'est un peu la fin des haricots, quoi, potentiellement. Alors, la fin des haricots, je sais pas, mais en tout cas, on avait parlé donc de la zone d'achat aux alentours des 9, on avait parlé même de 6,50, 7,50, là où elle n'est jamais allée. On avait matérialisé cette oblique baissière, ça ressemble d'ailleurs à la configuration de Carrefour, comme deux gouttes d'eau. Et derrière, on a breaké, donc on a breaké cette zone-là, la zone des 11-12 euros. Et là, ma foi, voilà, on en est là. Juste ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on a une grosse zone, voilà, une grosse zone de friction, on est dedans. Donc voilà, après c'est mou, hein, c'est un titre un petit peu mou. Voilà, il y a des petites congestions, c'est un titre fond de portefeuille, pas forcément de trading. Mais voilà, c'est pas un titre foufou hein, quand même en termes de fondamentaux, donc moi, j'ai jamais été grand fan. Maintenant, ça fait le job. Et voilà, et encore une fois, le timing est important parce que depuis un an, depuis janvier 2025, vous avez fait 53% de performance. Donc même si c'est un titre qui n'est pas aussi quali que du Amazon, du Nvidia, de tout ce que vous voulez, malgré tout, si vous l'achetez au bon moment avec des bons ratios, ça vous fait de la perf. C'est là aussi où pour moi, mais on n'est pas tous d'accord et j'en veux à personne, pour moi, le timing, il vaut mieux acheter une action moyenne à un très bon moment qu'acheter une très bonne action à un moment moyen. Voilà. Mais encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi et je respecte bien évidemment toutes celles et ceux qui pensent le contraire. C'est pas du tout un sujet. En tout cas, toujours est-il qu'il vaut mieux associer analyse fondamentale et analyse technique que les dissocier. Ça, c'est sûr et certain, ça ne fait qu'augmenter vos probabilités de réussir. Ensuite, Engie. Alors, Engie, on fait le suivi, hein, mais il n'y a rien à dire sur Engie. On a continué de performer. Bon, voilà, depuis que je vous en avais parlé, c'est 56% de performance. Donc, on en parlait déjà en 2025. J'ai rien à dire. CAC Utilities, tout ça, j'en ai parlé maintes fois. Je ferai peut-être une newsletter sur le CAC Utilities. Certains me l'ont demandé, ça va être intéressant. Alors j'ai écrit quelque chose déjà, donc je vais voir si c'est intéressant, j'en reparlerai parce qu'il y a d'autres valeurs sur lesquelles on peut faire un focus. Voilà, Engie, rien à dire, quoi. Voilà, c'est toujours très ferme. Quand vous avez, comme là, des situations de réduction de volatilité, etc., là aussi, voilà, réduction de volatilité. Donc, voilà. Là, pour de l'accompagnement, voilà. Maintenant, là aussi, réduction de volatilité. Maintenant, à un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça, c'est pour du trading. Voilà, réduction de volatilité, on pète, réduction de volatilité, on pète, réduction de volatilité, on pète. Et à un moment donné, vous aurez une réduction de volatilité et elle cassera par le bas. Et là, vous attaquerez la correction qui ne remettra pas en cause la tendance haussière, mais qui sera une correction de moyen long terme, qui sera plus large, plus... Voilà. Donc c'est ça qu'il faut comprendre aussi dans la cyclicité des marchés. Ok. Donc voilà, pour le long terme, je suis plus acheteur, moi sur Engie, pour moi on a fait une belle partie du mouvement, je pense qu'on peut aller chercher les 30, voilà, à terme, mais vous voyez, le ratio gain-risque, pour moi, il n'est pas favorable à l'investisseur de long terme. Le court terme, encore une fois, il peut faire ce que je vous ai dit, trader les cassures, trader les congestions, etc. etc. Le grand, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, le grand, bon, c'est une belle valeur, il n'y a rien à dire, c'est costaud, c'est ferme, le graphique est canon depuis 2008. Simplement, voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que même si le graphique est canon, vous avez des périodes où, voilà, le graphique a besoin de corriger. Donc là, on a déjà perdu 18%. Vous allez me dire, c'est énorme. Mais n'oublions pas que par le passé, nous avions déjà perdu plus 37% ici, par exemple. C'était en 2022. Ici, nous avons perdu 40%. C'était en 2020. Ici, nous avions perdu en 2018 30%. Voilà, ce sont des choses qui arrivent régulièrement. Donc, on est sur un drawdown 60% ici en 2008. Donc, on est sur un drawdown qui est, ok, relativement important.
17%, mais on peut perdre 30, 40%. Voilà. Donc pour moi, est-ce que c'est une opportunité là, de long terme? Je n'en suis pas convaincu. Voilà, je préfère être gourmand. C'est un de mes défauts d'ailleurs. Je préfère être gourmand et je préfère éventuellement attendre plutôt un repli aux alentours des 100. Voire même idéalement, si on a de la chance, un repli à proximité du support oblique. Il faut comprendre aussi que ça fait rarement ça. Vous pouvez aussi très bien faire un truc comme ça. Ah, ça repart. Ah ben non, ça repart à la baisse. Ah ben ça repart. Ah ben non, ça repart à la baisse. Ah ben non, ça repart. Ah ben non. Ah, ça y est, c'est une opportunité. Et l'opportunité, elle se dessine finalement dans 2 ou 3 ans. Voilà, j'ai exagéré sur la longueur, mais vous avez compris l'idée. Ok? Donc ça aussi, c'est pour ça que aussi un investisseur de long terme doit faire preuve de patience et agilité. Et là aussi, la patience peut être aussi drivée, dictée par l'analyse technique, tout comme bien évidemment l'analyse fondamentale. Ensuite, vous avez Hermès. Pareil sur Hermès. Alors Hermès est une valeur magnifique, il n'y a pas vraiment de sujet, mais ça reste une valeur, voilà, ça reste une valeur qui est quand même chère. Donc là, on sort par là, hein, on en avait parlé, on a une congestion, on tente la cassure et on fait clac, la petite mèche sur l'oblique. Donc on voit que le marché a bien visualisé ici en mensuel, a bien visualisé la mèche. Donc c'est pour moi, là, vous voyez, c'est pour ça que c'est très intéressant d'observer. Le marché nous montre des indications. Le marché vous donne des indications. Vous dit, ok, j'ai eu cette congestion, je l'ai breaké. Très bien. Maintenant, j'ai une zone de résistance, les vendeurs se sont matérialisés ici. Parfait. Donc j'ai ma résistance qui est là, génial. Ensuite, il est où mon support? Ben, mon support, c'est l'ancienne résistance ici, oblique en rouge, cassée. Ok, donc et voire même le support ici. Donc ok, très bien. Maintenant, à partir du moment où je considère que je reste au-dessus de ça, j'ai toujours de l'espoir. D'accord? Je reviens ici, je break la résistance, là je suis à l'achat. Très bien. A contrario, je pète le support, je fais ma congestion ici, je fais gaffe parce que derrière, je peux avoir une nouvelle attaque baissière. Entre les deux, là où nous sommes actuellement, c'est de la neutralité. C'est tout. L'idée, c'est pas essayer de deviner ce qui va se passer. Du moment où vous essayez de deviner ce qui va se passer, vous allez perdre. Je vous le dis, vous allez perdre. En revanche, à partir du moment où vous mettez des niveaux de validation à la hausse, d'invalidation à la baisse, là, vous devenez un vrai professionnel de l'investissement. Quand je dis professionnel, vous m'avez compris. Niveau 2 de l'investissement, voilà. En tout cas, vous avez progressé. Et c'est là où, pour moi, se fait toute la différence entre celui qui veut sortir sa boule de cristal et celui qui a des niveaux clés, qui n'en a rien à faire de savoir ce qui va se passer, qui a des niveaux clés et qui sait ce qu'il va faire quand ces niveaux clés seront activés. C'est tout, rien de plus. Ok. Donc voilà pour Hermès. Et en plus, vous savez, cette stratégie-là, elle est très bien parce que ça permet de ne pas avoir d'ego. Parce qu'on en a tous un peu, plus ou moins, certains plus. Mais en tout cas, ça permet de ne pas avoir d'ego, de se dire, bah, moi, de toute façon, j'ai donné mes niveaux, je me suis donné à moi-même mes propres niveaux, donc pas de souci. J'aime bien Hermès, j'adore Hermès, moi aussi, mais si Hermès, elle décide d'invalider, j'en ai rien à cirer, je l'invalide, et puis voilà, on passe à autre chose, de tout. Eurofin Scientifique, c'était une belle conviction, hein, toute 2025, elle a pété qu'en 2026. Mais là aussi, c'était quand même magnifique. Bon, attention, on est quand même sur un niveau de potentiel de prise de bénéfices. On la suivait, donc souvenez-vous, depuis la cassure ici de cette résistance oblique, la figure ici, première figure, le gros biseau descendant, on la suivait, cassure par le haut, la petite figure ici, voilà, tout ça on l'a montré déjà, hein, on va pas revenir dessus. Paf, on break, et derrière, voilà, on en est là. Et là, on a une congestion qui se met en place. Donc là, pas pour de l'investissement, mais pour du trading, éventuellement, la cassure de cette congestion, et éventuellement, vous remontez l'invalidation, etc., comme d'hab, quoi, voilà, du classique. On m'a demandé les objectifs. Pour moi, voilà, le premier objectif, il était là, je vous l'avais indiqué, on l'a tapé. Le deuxième, bah, vous avez un bon niveau, là, on va dire, hein, les 90, quoi. 90 et après les 110, quoi. Voilà. Ça y va, hein. Ça y va, hein. Michelin, donc une valeur qui a également souffert, qui est revenue sur des niveaux de valorisation intéressants. Je crois que ça valorise à 13 ou 14 fois les bénéfices, donc c'est plutôt pas mal. Mais elle n'est pas venue, moi, sur le niveau que j'espérais, c'est-à-dire revenir sur le bas de canal. On n'est pas allé très loin, mais j'espérais un retour sur le bas de canal, plus MM 200 mensuel. On l'a pas fait, elle nous fait une figure de retournement. Mais ça,
Bon, là, c'est mon biais psychologique aussi. Là, je vous dis juste ce que je ressens. Ça sent un peu quand même le bull trap, ça. Ça sent derrière voilà, le rebond technique. Donc, en tout cas, je n'exclus pas, derrière une dernière attaque baissière. Et là, ça m'intéressera pour le long terme. Ok. Vous avez les zones qui sont indiquées ici. Vous pouvez faire une capture d'écran, il n'y a pas de problème. Ensuite, vous avez Soitec. Alors, Soitec, moi, c'est du trading, hein, Soitec. Hein. Attends, encore une fois, il faut pas. On est sur une tendance baissière. Hein. De toute façon, vous mettez la M10. Voilà, regardez la M10 mensuelle. Voilà. Tant qu'on est en dessous et qu'elle est baissière, il n'y a pas de sujet, c'est baissier. Donc, quand c'est baissier, vous jouez du décalage de quelques jours. C'est ce qu'on nous, on a joué sur MTT, que je vous ai partagé d'ailleurs sur les réseaux. Voilà, nous on a joué, et d'ailleurs je crois on est sorti aujourd'hui, ce matin d'ailleurs, invalidation, enfin stop remonté. On a joué la cassure ici, réduction de volatilité, voilà, très peu de volume. On joue la cassure, très bien. Et puis derrière, ça monte. On a allégé un petit peu en haut et on a remonté le stop ici. Voilà, et le stop il est là. Donc là on est sorti et là ça fait plus 7%. Voilà, alors c'est pas exceptionnelissime, mais en fait plus 7%. Rappelez que le livret est à 1,50, hein, quand vous faites plus 7 en 8 jours, c'est plutôt pas mal. Hein. Moi, si je faisais à chaque fois plus 7% en 8 jours, ça fait pratiquement 1% par jour. Je prends, hein, moi, à titre personnel. Je sais pas vous, mais moi, je prends. Hein. Donc voilà. Et encore une fois, c'est un marché de trader. C'est un marché de trader, ça. Ça, c'est un marché de trader. C'est du trading pur et dur. C'est du swing trading pur et dur. Si elle avait continué, on aurait accompagné plus loin. Mais moi, je prends pas de risque. Elle retrace. Voilà. Ça veut pas dire qu'on la reprendra pas la semaine prochaine, hein, encore une fois. Mais juste, voilà. Pour moi, maintenant, on va la suivre. On va voir sa capacité ici à congestionner, à nous faire une petite figure. Et si derrière, elle nous fait une figure intéressante avec une réduction de la volatilité, une tasse avec Hans, eh bien, ma foi, là aussi, on retentera un achat avec un nouvel APD, avec une nouvelle invalidation sous la congestion, et on essaiera d'accompagner. Bah, c'est tout. Encore une fois, il n'y a pas besoin d'avoir de l'ego. Hein. C'est pas parce qu'on a vendu une action le lundi qu'on ne peut pas la racheter le mardi, et inversement. Ensuite, vous avez STM. STM qui se reprend hein, un petit peu. Hein, STM. Alors nous, voilà, là aussi, on a tenté un achat au-dessus des... Voilà, dans la congestion, au-dessus des 24,65. Ce que j'aime bien sur STM, c'est qu'on est là. Donc on est quand même sur un moment important. Voilà. Réduction de volatilité, c'est pour ça qu'on le tente. En plus, le secteur, évidemment, est un secteur fort. Mais il ne faut pas insister. C'est-à-dire que si, là, à un moment donné, ça casse par le bas, vous sortez et vous reprenez plus tard, plus bas. C'est pas un souci. Donc là aussi, il faut éviter les égaux hein, là-dessus. Sinon, vous brûlez. Donc pour moi, ST Micro, c'est vraiment pas mal. Mais le plus dur reste à faire, c'est-à-dire breaker l'oblique ici, construire, et après, on aura éventuellement une tendance haussière. On n'en est pas là encore. Hein. ASM International, là par contre, on en est là, puisqu'elle a tout pété par le haut. Fantastique. Voilà, vraiment magnifique. Je vous la mets en mensuel d'abord. Magnifique. On a pété la résistance des 74. Voilà, on avait parlé voilà, de la zone, là aussi, le support oblique, très propre, magnifique, pas de problème. En interne, je crois qu'on avait proposé... Non, on n'avait pas proposé, mais on avait parlé, en revanche, cette réduction de volatilité assez folle. Là, ici, voilà, quand vous voyez des choses comme ça, les amis, alors, je ne l'ai pas vu, moi, hein, je ne l'ai pas tradé, donc je fais un peu la météo la veille, mais c'est des choses qu'on a l'habitude de voir. Quand on voit voilà, ce genre de réduction de volatilité, regardez les volumes ici, il n'y a plus de volume. Regardez les volumes ici, il n'y a plus de volume. Quand vous voyez ce genre de choses, il faut exploiter ça. Il faut exploiter ça absolument parce que derrière, vous avez des décalages qui peuvent être extrêmement puissants. Ok voilà pour ASM International. Alors Égide, je me suis fait taper sur les doigts il y a quelques semaines. Tant pis. Mais Égide, c'était voilà, ça a été mis en avant, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai vu qu'il y avait de l'actualité, il y avait des choses, en effet, qui allaient beaucoup mieux. Mais attention de ne pas croire aveuglément en certaines choses. Là, c'est pour ça que j'ai fait le tweet, c'était fin décembre, en vous disant, faites attention, on est sur un niveau de résistance, tout le monde s'affole. Et là, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui m'ont dit, non, mais tu comprends rien au dossier, c'est un super dossier, il y a telle chose, il y a telle chose. Ok, pas de problème, je vous dis juste, faites attention, on est sur un niveau de résistance, c'est une action qui a l'habitude de faire des gros rebonds par le passé. Hein, c'est une action qui fait des rebonds, parfois même, regardez ici, c'est monstrueux, hein, des rebonds de 400%, et derrière qui fait des nouveaux plus bas. Ici, c'est une action qui fait des 200% et derrière des nouveaux plus bas. Et à chaque fois, il y a eu des news. C'est une action qu'on connaît, à chaque fois, il y a eu des bonnes news.
et à chaque fois, c'est reparti à la baisse. Alors, c'est pour ça que je vous disais, attention, pour moi, on commencera à retourner le titre uniquement si vraiment on s'installe au-dessus des 2 euros notamment et de la moyenne mobile, ici, à 200 mois. C'est tout ce que je disais, c'est tout. Et pour le moment, et c'est triste, le problème c'est que voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont investi aux alentours des 1,50 € et aujourd'hui ils sont à moins 47. Et là, le problème, c'est que si vous n'avez pas une stratégie claire, il y en a certains, j'ai vu, qui me disent ben moi j'accumule encore plus. Attention de ne pas causer le suraccident. Si ça se passe bien, bravo, je suis content pour vous, et je souhaite que ça d'ailleurs. Mais attention au suraccident, vous prenez des risques inutiles. Voilà. Il vaut mieux, des fois, allez, prendre une petite participation sur le titre et attendre qu'elle valide derrière avec la cassure des 1,80 €, etc., 2 €, et ensuite vous abondez et vous jouez vraiment le retournement et la recovery de long terme qui peut arriver, encore une fois. Moi, il n'y a pas de sujet, je ne suis pas fermé. Mais juste, je dis attention, attention, de ne pas suivre aveuglément tout le monde. Voilà. Y compris moi, y compris moi. Faites attention. Voilà. C'est tout ce que je dis. Donc pour le moment, oui, effectivement, il y a du mieux. Oui, effectivement, je vois une construction comme vous. Très bien. Mais il faudra plus que ça pour me parler de retournement sur le titre. C'est tout ce que je dis et je ne souhaite que ça. Encore une fois, je ne souhaite que ça. Et je serai le premier, si on casse au-dessus des 2 € et qu'on me fait une belle figure là, de congestion, je serai le premier à la fois à participer à la hausse, si elle veut bien arriver, et même à vous partager un trade avec grand plaisir. Voilà, c'est juste, je fais juste le pendant et je dis juste attention, notamment aux novices qui croient qu'un dossier tout à coup, qui était une daube pendant des mois, des années et des décennies, tout à coup se met à être un titre qui devient le nouveau Apple. Hein. Je rappelle juste que c'est un titre qui vient des plus de 500 € et qui aujourd'hui cote 83 centimes. Donc bon, voilà, ok. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et attention à ceux qui le recommandent comme ça aussi de faire gaffe parce que voilà, il faut faire gaffe. Voilà un petit peu. Donc SPI, c'est ferme. C'est ferme. Je suis pas à l'achat sur le long terme. Par contre, c'est une super valeur. Voilà, je pense qu'on est là-dedans. Donc pas à l'achat. Achat uniquement si on revient à proximité du support oblique. Maintenant, voilà. Pour le moment, je reste plutôt globalement à l'écart. En termes de trading, voilà, c'est une action qui est un petit peu, historiquement, un petit peu molle. Voilà, à part quand vous avez voilà, des réductions de volatilité, comme ici, comme là, voilà, des trucs comme ça, ou comme là. Mais sinon, voilà, globalement, il n'y a pas forcément des opportunités de dingue. Mais ça reste une très très belle valeur. C'est une valeur qui pourrait potentiellement m'intéresser d'ailleurs sur repli un petit peu plus important. Sword, j'adore. Sword, j'adore. C'est une très très belle valeur. Mais elle est enfermée. Voilà. Pour le moment, elle est enfermée dans cette congestion. Ça zigzague entre le nord, entre le sud, etc. etc. Bon, voilà, ça n'a pas pris de décision depuis plusieurs mois. Donc il faut sortir par là. Sort par le haut, on devient hyper positif et on va chercher les 47. Sort par le bas. Là, par contre, ça m'intéresse pour un achat long terme. Voilà. Donc aux alentours des 32, quelque chose comme ça. Donc on va la suivre parce que moi, en tout cas, pour du long terme, eh bien, ça m'intéresse. Ensuite, FDJ. Alors, FDJ, bah, c'est pas terrible. Hein, c'est pas terrible du tout pour le moment. Donc, voilà, ça construit. Voilà, on en avait parlé, je sais plus, c'était à la fin de l'année dernière ou autre. Donc là, on peut imaginer, on peut imaginer éventuellement un range. Mais attention, c'est un range qui s'inscrit en tendance baissière. Donc, on peut encore avoir un nouveau plus bas. Donc, éventuellement pour les contrariants, un achat au-dessus des 24 peut être une opportunité avec un stop évidemment sous le pattern. Hein. Donc voilà, globalement, ça peut être quelque chose. Vous pouvez un retour dans cette zone-là et après on verra. Mais c'est toujours une tendance baissière, ne vous y trompez pas. On a la moyenne mobile à 200 jours qui est baissière. Donc on reste globalement encore très baissier. C'est du trade de contre-tendance. Un autre dossier de qualité, Ipsos. Donc, je vous avais indiqué la zone de long terme qu'on a touchée. Voilà, nous y sommes. Hein, les 32,50, c'est la première zone. La deuxième, elle est là. Donc voilà, pour le moment, ça réagit plutôt pas mal. Hein, donc voilà, ça construit. C'est un titre qui est intéressant. C'est du long terme. Hein. Là, pareil, ça se traite pas.
Voilà, on parlait de cette congestion-là, on la casse par le haut, bon, ça rebondit, voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Pour moi, c'est un dossier long terme, c'est un dossier de qualité à accumuler un petit peu aux alentours des 32 et un petit peu sous les 20. Je fais assez rapide. Prosus, alors nous on en avait sur le salon du Prosus, mais bah, c'est un trade qui a été perdant. On a essayé de rentrer. C'est une tendance haussière, évidemment. Je vous montre où c'est qu'on a tenté l'achat. On a tenté, bon, on l'avait tenté à l'époque ici, mais c'est là. Voilà. Vous voyez, on avait une belle réduction de volatilité qui était là, qu'on a joué. Voilà, je vous montre aussi quand ça marche et quand ça marche pas. Voilà, on a tenté la réduction de volatilité là. On a cassé, on a eu un beau premier élan, hein, puisqu'elle avait pris jusqu'à 6%, c'était plutôt pas mal. Et on s'est fait sortir. Ah non, pardon, avant de faire taper le stop, j'ai une bêtise, on avait pris 4% et demi, donc on a remonté le stop sous le plus bas. Derrière, on s'est fait stopper. Donc voilà, un trade à peu près pour rien, quoique bon, un tout petit game, mais voilà, pour le moment, ça n'a pas marché. Voilà, moi, je vous montre tout, hein, strictement rien à faire, comme ça au moins vous voyez aussi comment ça marche, hein, qu'il n'y a pas que des réussites, malheureusement. Donc voilà, est-ce que c'est une figure un petit peu plus longue? Pourquoi pas, à suivre. Mais en tout cas, moi, c'est une valeur qui m'intéresse. On est bien évidemment au-dessus de la M200, etc. Donc, à suivre de très près. De Richebourg, on a également un trade dessus qui est en cours, puisque, bon, je ne vous refais pas de Richebourg, hein, vous savez, c'est une conviction pour moi, CAC Utilities, blablabla, blablabla. On avait fait un live dessus. J'en parle suffisamment. On avait proposé un achat sur le live d'ailleurs, c'était au-dessus des 6,25 que beaucoup avaient pris. Hein, donc normalement vous êtes toujours évidemment en gain de, je sais pas, aujourd'hui depuis 18 on est monté quand même à plus 25. Et nous on a retenté en swing un petit achat sur lequel je vais remonter le stop assez rapidement. Ici avec l'inside bar plus repli, double repli MM10. Voilà, qui est là, voilà le signal. On a pris l'achat. Elle a bien progressé. D'ailleurs, ce matin, ça avait une belle ouverture à plus 10, mais ça revient un peu en arrière, donc on va voir. C'est de remonter rapidement le stop pour annihiler le risque, et puis on va essayer d'espérer un accompagnement le plus longtemps possible. Verbio, qu'on m'avait proposé, j'ai oublié le prénom, je crois que c'est Pierre, qui m'avait proposé il y a quelques temps, c'était en 2025. Voilà, le genre de choses que j'adore quand un lecteur me propose une valeur avec une super congestion. Alors il y avait tout, bravo Pierre, parce que le coup d'œil était fabuleux. Ici, baisse très marquée. Aplatissement, réduction de volatilité, on clôture 3 bougies, 4 bougies au-dessus de la M10, inside bar mensuel, chose très rare et magnifique, au-dessus de la M10, il y avait tout. Il y avait tout et je vous avais proposé du coup un achat. Vous pouvez reprendre les vidéos de octobre, voilà, tout est, moi j'efface rien, hein, contrairement à d'autres sur les tweets, j'efface rien et on avait proposé un achat au-dessus ici des 13,72 € plus des 13,92 € avec les différents niveaux d'invalidation. Et depuis, c'est magnifique, hein, depuis c'est une hausse de 88%. Voilà le genre de config, les amis, qu'il faut absolument trader si vous ne faites que ça sur du swing trading. Je peux vous garantir que vous aurez bien sûr des taux de réussite aléatoires, 40%, 45%, 35%, 55%, mais avec de tels ratios gain-risque, je peux vous dire que vous serez extrêmement gagnant sur du long terme, sur le swing trading. C'est ça, le swing trading, c'est ça qu'il faut faire, associé bien sûr à un bon money management, un petit peu de fondamental pour ne pas se planter. Mais quand vous faites ça, quand vous répétez ça, vous le voyez, hein, vidéo après vidéo, c'est ce qui fonctionne le mieux. Moi, aujourd'hui, je vous le dis clairement, en toute transparence, c'est ce que j'ai trouvé de mieux à faire sur le swing trading. Alors évidemment, j'ai d'autres stratégies, évidemment, j'ai des indicateurs, des screeners, etc. Comme tout le monde, malgré tout, ça fonctionne quand même extrêmement bien. Voilà pour Verbio, j'ai pas grand chose à dire. Les zones d'objectif, pour moi, elles sont là. On n'est plus très loin. Hein, voilà, 28, 29 en premier objectif. Toute cette zone-là. Donc nous verrons la suite des événements. En tout cas, bravo encore. Je pense que c'est Pierre, hein, si ma mémoire est bonne. Donc bravo encore une fois à Pierre. Si c'est le cas, sinon je m'excuse pour le prénom. Mais en tout cas, bravo pour ça. Excel, pas mal du tout. Ouais, Excel également. Voilà. Donc c'est toujours haussier, etc. Bon, pas grand chose à dire. Hein. Juste, voilà, on avait proposé un achat ici. Ça devait être le vendredi 14 novembre, au-dessus des 79,4. Bon, derrière, hein, ça a bien performé. Il y avait même une deuxième réduction de volatilité là.
Voilà, petite réduction de volatilité là aussi, mais bon, voilà, c'est haussier, point barre, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, franchement. Si vous en avez, alors si vous en avez pas, c'est compliqué là. C'était plutôt les opportunités là et là. Mais là, si vous en avez pas, c'est un petit peu plus compliqué. Pernod qui va chouïa mieux, mais c'est pas fait encore. Donc par contre, on a la réduction de volatilité. Donc là, par contre, il peut y avoir éventuellement quelque chose à tenter, hein. Au-dessus des 76,44 avec un stop là. C'est agressif, j'en conviens. C'est de la contre-tendance. Il faut réduire un peu le stop. C'est un stop quand même un peu éloigné. C'est de la contre-tendance parce qu'on a une moyenne mobile à 200 mois qui est baissière, on est en dessous, donc il n'y a pas de sujet. Mais ça peut faire l'objet, voilà, d'un trade un peu contrariant. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut proposer. Rémi Cointreau, donc nous on était à l'achat, on est toujours à l'achat, le stop est encore bon sur Rémi Cointreau. La config est similaire à Pernod Ricard. Pernod Ricard qui a rattrapé un petit peu Rémi Cointreau finalement. Dans la config, mais les configs sont évidemment similaires. Donc là, c'est la même chose. Hop, je nettoie un petit peu tout ce qu'on avait dit. Donc nous, on est toujours à l'achat. Pour le moment, le stop tient. On verra. Donc on avait acheté, souvenez-vous, au-dessus des 37,56. Je vous l'avais partagé. On a un stop aux alentours des 40. Donc ce que j'espère, c'est que ça va rapidement reprendre et qu'on va avoir très rapidement, hop là, une réduction de volatilité et éventuellement un nouveau redémarrage au-dessus de la M200, comme on le disait précédemment. Voilà globalement ce qu'on attend, ce qu'on espère. Renault, alors là aussi, déception. Alors vous savez que moi je vous ai dit, tout le secteur auto, équipementier auto, beaucoup, mais même les constructeurs, sur la fin de l'année, vous avez beaucoup dit, on avait joué d'ailleurs les rebonds de Stellantis qui avaient très bien marché, etc. Et tiens, il se passe quelque chose, c'est pas mal. Cette semaine, il y a une news que j'ai trouvée vraiment mauvaise, qui montre quand même quelques... Enfin bon, bref, je vais retenir mes propos parce que c'est quelques anomalies, on va dire, avec l'Europe qui a finalement décidé pour les véhicules chinois, certains véhicules chinois n'auraient pas les droits de douane parce qu'ils pourraient contourner avec une certaine loi, etc., etc. Et évidemment, ça plombe fortement les constructeurs auto qui sont déjà à la tête sous l'eau. Et là, ça fait que renforcer ça. D'ailleurs, on en parle dans la vidéo de mardi. Vous pouvez regarder la vidéo de mardi si ça vous intéresse de parler du secteur auto. Notamment David en parle bien, encore mieux que moi. Mais voilà, c'est dommage quoi. Enfin, je veux dire, on se plombe. Donc ça a pesé, hein, ça a pesé lourd. Voilà, je trouve que Renault c'est toujours un dossier correct, mais peut-être qu'on n'a pas fait le point bas. Et là, on a du mal. Voilà, il faut surtout bien tenir la zone des 30. Sinon, si ça lâche, on aura la zone des 22, puis la zone des 12. Voilà, grosso modo, ce que je peux vous dire. Mais ouais, c'est quand même c'est dramatique hein, quand même cette Europe là. Il faut vraiment que j'espère qu'il y a des gens compétents qui vont un peu arriver là parce que ça commence à être vraiment usant. Bureau Veritas, pas grand chose à dire, c'est ferme, c'est très ferme. Juste, je suis pas à l'achat sur Bureau Veritas. Pour moi, ce sera un achat éventuellement sur repli. Donc vous avez la zone ici des 24, vous avez la zone ici des 22, mais là on est un peu entre les deux, donc j'ai pas grand chose à dire. Ça reste de l'achat sur repli, mais malgré tout, on n'a pas encore d'opportunité claire. Unibail ici. Donc toujours extrêmement ferme, voilà, j'ai pas grand chose à dire, toujours extrêmement ferme depuis la cassure ici des 84. Si vous en avez, il n'y a pas grand chose à dire. On a une réduction de volatilité quand même qui indique qu'on va avoir un bon mouvement hein, sur une eBay, donc attention quand même. Mais pour le moment, c'est très très ferme. Là aussi, on a regagné la moyenne mobile à 10 mois. Donc tant qu'on est au-dessus, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Vous avez du Valorec qui fait partie de mes convictions pour cette année, donc qui également est très ferme. Donc il y a cette grosse résistance des 17,70 € qu'il va falloir péter. Donc c'est pas encore évidemment gagné. Mais voilà, pour le moment c'est très bien. Donc voilà, c'est un achat qu'on avait tenté aussi sur MTT. On s'est fait sortir par cette sale mèche, voilà, rouge. Là aussi, ça fait partie du jeu. On est sorti un léger game, mais on s'est fait sortir quand même. Donc voilà, par contre, ce qui est intéressant, là, ce qui m'intéresse, c'est cette petite congestion là. Ça peut être pas mal, éventuellement à exploiter. Donc à suivre Valorec sur cassure des 17,38 €, l'invalidation, on va dire 16,48 €, ça peut être une première invalidation pas trop mal. Et on terminera les actions françaises avant de passer aux US avec Dassault Aviation
Dassault Aviation qui est également très très ferme. Ce qui est encourageant sur Dassault Aviation, c'est qu'on avait pour moi la construction de très long terme qui était là, on l'a pété par le haut, on fait la congestion à suivre pour du swing trading. Pour de l'investissement, je ne suis pas acheteur parce que pour moi on est sur des niveaux quand même très élevés. Oui, on peut aller faire un nouveau plus haut, mais à chaque nouveau plus haut, il faut faire attention, vous risquez à minima une correction plus importante. Donc attention là-dessus. Au niveau des US, Visa, je vous l'ai dit, pareil, depuis des mois et des mois, au même titre que du Vinci, par exemple, comme on disait tout à l'heure. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mois à ne rien faire. Et je pense que ça peut durer encore une fois pendant quelques mois encore. Attention, si on casse tout ça, d'avoir une attaque sur le bas du canal. D'accord? Et là, en revanche, ce sera une belle opportunité sous les 300 dollars. 280, 300 dollars, là ça peut être un petit peu plus intéressant. C'est du pareil au même avec Mastercard. Voilà, là aussi, on disait on peut faire derrière un nouveau plus haut, mais il ne se passera pas grand chose. C'est exactement ce qui se passe depuis un an. Et derrière, on risque l'attaque baissière. Je ne touche pas à mes flèches que j'avais indiquées ici en janvier de l'année dernière, ça fait un an. Donc pour moi, pas d'opportunité toujours, malgré la baisse sur Mastercard. Sur Moderna, en revanche, il se passe des choses très intéressantes, puisque on a eu, alors c'est pour du trading, hein, bien sûr, pour le moment. Voilà, on en parlait dans le biseau descendant, souvenez-vous. Voilà, on parlait du biseau descendant, cassé par le haut, paf, paf. Ici, réduction de volatilité, on recasse par le haut. Donc pour moi, c'est très intéressant. La moyenne mobile est en train de se retourner, donc dossier à suivre, même si, évidemment, il peut être soumis également à des news. Ensuite, on a un dossier que beaucoup suivent également, c'est Duolingo. Donc Duol, donc c'est un dossier, moi là, qui vraiment arrive sur des niveaux intéressants, je trouve, de plus en plus intéressant. Un gros niveau. Alors ça peut, voilà, et prenez ça au sens large, hein, ça peut encore zigzaguer, mais globalement, le niveau des 138 est un beau niveau. Et après, ben, il y aura les plus bas historiques. Hein. Il y aura les plus bas historiques sous les 60. Donc un petit peu dans la zone des 145, un petit peu dans la zone des 60 pour de l'investissement long terme, pour du court terme. Voilà, j'ai pas grand chose. On est toujours pour moi dans la construction de figures. Voilà, on avait dessiné, c'est ce qu'on attendait. Donc j'ai rien. Franchement, j'ai rien pour le moment. Voilà, là aussi, on peut commencer à affiner un petit peu plus, mais tant qu'on cassera pas la figure, tant qu'on fabriquera pas la figure et tant qu'on la cassera pas par le haut, j'aurai pas de l'espoir pour un retournement tout de suite. Salesforce, j'ai toujours la même analyse. Pour moi, c'est un beau dossier, mais c'est pas la zone que j'attends. Donc là aussi, on est vraiment dans une zone pour moi d'attente. Donc voilà, et je pense sincèrement qu'il y a un risque. Il y a un risque d'une attaque baissière. Et si attaque baissière il y a, ça m'intéressera beaucoup sur Salesforce, ça m'intéressera beaucoup. En revanche, sur le bas de canal ou la proximité du support oblique en tout cas, voilà, au niveau des sous les 200 quoi, grosso modo, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal du tout. UNH, donc toujours solide, on en a toujours nous en portefeuille avec MTT, ouais, on avait acheté quasiment le plus bas. Donc voilà, on est dans ce que je vous ai indiqué il y a quelques temps, la construction de figure, il faudra le suivre parce que s'il y a une belle construction de figure, on peut la jouer en swing après. Rien à dire, c'est très solide, pas de remise en question tant qu'on tient les 290 dollars. Ensuite, vous avez SMCI, grosse déception, c'était un dossier que je suivais de près à titre personnel parce que je trouvais que la construction était vraiment pas mal et puis elle a fini par casser par le bas. Ce qui était encourageant, souvenez-vous, c'était la cassure de la zone oblique ici, on avait fait la construction de figure, on disait tiens, c'est vraiment intéressant, on attendait le repli ici, le pullback pour la construction de figure avant de repartir, elle a fait le pullback, elle a fait la construction de figure, mais elle n'a jamais cassé par le haut, et clac, elle casse tout ça par le bas, donc ça c'est pas terrible. Petit motif encourageant, c'est que quand même ça ressemble à une fin de structure. Voilà, donc là aussi, ne pas s'empresser parce qu'on est toujours en tendance baissière. Regardez, la moyenne mobile ne s'est pas redressée. Donc, ne pas anticiper, mais malgré tout, même si on n'anticipe pas, ça se regarde pour les traders, investisseurs. Oui, on est dans une première zone si vous croyez à SMCI, mais je jouerai plutôt le côté investisseur avec, du coup, le côté trader sur signal.
Un dossier que j'aime beaucoup, que je suis beaucoup pour toute l'année 2026, c'est le dossier Adobe que je retrouve vraiment comme un dossier intéressant. Simplement, comme je vous l'ai indiqué, hein, moi je pense qu'elle peut encore gratter un petit peu en dessous, sous les 280, voire même sous les 250 dollars. Ce sera une belle zone d'accumulation. On attendait un signal éventuel plus proche sur la cassure du biseau descendant qui était ici. On a cassé le biseau, on a fait la petite figure ici, magnifique, mais qu'est-ce qui s'est passé? La petite figure, elle a cassé par le bas. Donc pas de signal déclenché. Et donc, on revient sur le bas du biseau. Je crains qu'on lâche. Je crains qu'on ait du coup un excès baissier. Et si excès baissier il y a, ce sera une opportunité d'achat long terme. Voilà globalement ce que je pouvais vous dire sur Adobe. Et Novo Nordisk, avant de passer aux 4 titres à suivre. Novo, j'ai toujours la même analyse. Ça fait toujours partie des actions que je suis. Et ce que je pense, c'est que là, on est au début de la construction d'une figure qui va être longue, les amis. On a fait le rebond, parfait, très bien. Mais là, tout ça, ça va certainement zigzaguer toute l'année. Donc, ce sera une zone d'accumulation, mais on n'a peut-être pas fait encore le point bas. On peut très bien avoir un retour ici, un rebond, un retour, un rebond, et après, réduction de volatilité et une cassure par le haut. Voilà ce qu'on peut avoir globalement. Au niveau des titres à suivre, j'en ai 4 à vous proposer, dont 2 spéculatifs. J'ai Eurasio, c'est pas spéculatif, c'est pas en grande forme, mais c'est pas vraiment spéculatif. Ce qui est intéressant sur Eurasio, c'est qu'on est sur une tendance malgré tout haussière de long terme, et on revient sur un support, vous le voyez ici, hop, qui est intéressant. Donc à suivre de près, double support d'ailleurs, hein, si on fait ça. Donc à suivre de très près, notamment la configuration éventuellement, voilà, journalière, donc éventuellement, voilà. Là, éventuellement cette config là. Alors c'est de la contre-tendance, hein. C'est prématuré, c'est agressif, c'est tout ce que vous voulez, mais ça peut se tenter. Voilà, au-dessus notamment, voilà, au-dessus des 53,50, au-dessus des 53,40, voilà, toute la zone grosso modo, on peut tenter quelque chose. Les validations très agressives ici, un peu moins ici, à vous de voir en fonction de votre profil. Après vous avez du SMCP, on le sait, hein, c'est un dossier qui s'est bien retourné à long terme. Voilà, et on a une belle congestion. Regardez les petites bougies mensuelles, donc ça c'est intéressant. Évidemment, là il peut y avoir une news à tout moment, donc bonne comme mauvaise, hein, là aussi, donc il faut faire attention. Mais voilà, c'est un dossier qu'il faut suivre, et notamment cette congestion-là, qui peut éventuellement, sur cassure par le haut, eh bien, générer un achat intéressant. Galapagos, je la suis pas mal depuis l'année dernière, vous le savez, vous l'avez déjà proposé. On a un trade, nous, en cours sur MTT. J'aime bien la congestion, j'aime bien le retournement de la M200. C'est un dossier spéculatif. Une news peut venir vous flinguer aussi. Donc, attention en termes de money management. Donc, à voir si on arrive là aussi à construire une nouvelle figure dans les séances ou les semaines à venir. Et enfin, avant de passer au screener trend following, j'ai Valneva. C'est un dossier également compliqué. C'est un dossier compliqué. Ah, j'allais dire on s'est fait sortir, mais non, on s'est pas fait sortir. C'est un dossier qu'on a en cours, nous, sur MTT. Retournement de la moyenne mobile à 200 jours. On a fait le petit appui MM200. Donc c'est plutôt pas mal. J'espère une nouvelle réduction de volatilité et éventuellement breaker la zone des 4,50 pour éventuellement chercher l'objectif entre guillemets final, après on verra, des 5,12 euros. Je vais vous montrer donc le screener trend following. Voilà, donc pour rappel, hein, le screener est un screener qui est ouvert et disponible sur le site lepodcastdelabourse.fr dans la rubrique formation gratuite. Vous vous inscrivez automatiquement, vous pouvez retrouver le code, vous pouvez le modifier, l'améliorer, etc. Mais déjà, ça vous fait une liste de titres qui sont toujours en tendance haussière et sur lesquels éventuellement vous pouvez chercher sur signal ou sur opportunité ou sur réduction de volatilité, vous pouvez éventuellement chercher des achats. Au programme, pour rappel, la semaine prochaine, vous avez mardi une vidéo un peu discussion de trader avec nouveau format. Vous me direz encore une fois ce que vous en pensez en commentaire lors de la prochaine vidéo avec David Renan et Michael Landreau sur un petit peu les opportunités de 2026. Vous allez voir, je pense que ça va vous intéresser. Et donc, vous aurez dimanche le grand live, vos actions, nos analyses à 20h avec Michael Landreau. Donc la semaine prochaine, n'oubliez pas de format classique le vendredi, un format live. Je pense que ça vous plaira évidemment, vous préférez. Donc dimanche à 20h avec Michael Landreau. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous et à tous un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à mardi, puis dimanche prochain. A plus, ciao!